Docteur Meir Masri, Boker Tov, merci d'être venu dans notre studio, jusqu'ici au cœur de Jérusalem, dans notre studio. C'est votre première intervention ici sur Studio Kalita. On est très heureux de vous accueillir ici. Je rappelle que vous êtes docteur en géopolitique, que vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem, que vous êtes spécialiste des Proches et Moyen-Orient. Alors avec vous, nous allons parler, on va dire, de deux grands sujets qui sont à l'ordre du jour. La Syrie, puisqu'on a marqué hier le 7e anniversaire du déclenchement de la guerre civile. Et nous parlerons aussi vers la fin de cet entretien de la situation dans la bande de Gaza qui est plutôt préoccupante. Alors tout d'abord la Syrie, avec ce conflit qui n'en finit pas, il faut bien l'avouer, et avec à l'occasion de cet anniversaire, de ce triste anniversaire, l'occasion de prendre un peu de recul peut-être et d'essayer de comprendre, de répondre à une question. Comment finalement Bachar el-Assad, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Bachar el-Assad est resté au pouvoir. Comment, malgré tout, et bien, alors qu'au début, on s'en souvient, au moment du printemps arabe, on pensait qu'il allait être emporté par la vague qui avait emporté d'autres leaders arabes, et finalement, il a tenu le coup. Quelle a été la botte secrète de Bachar el-Assad? Le secret de réussite de Bachar el-Assad. Réussite entre guillemets. Quoi. Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, lorsqu'on se focalise sur le cas syrien, on se rend compte assez rapidement finalement que l'appellation médiatique de printemps arabe englobe des cas extrêmement différents. Quand par exemple, on suit un petit peu les parcours des différents dictateurs arabes, le sort de plusieurs des dictateurs qui ont été renversés par le printemps arabe, on se rend compte assez rapidement qu'on ne peut pas mettre tous les pays dans le même sac. Oui. Et que, par exemple, la Tunisie a quasiment accédé à la démocratie avec des difficultés, avec ses islamistes, avec un petit peu de violence. Mais globalement, le bilan n'est pas si négatif que cela, comparé à la période, à la corruption et à la dictature sous l'ère Ben Ali. En Égypte, c'est beaucoup plus mitigé. On voit le retour au pouvoir des militaires après une transition gouvernée par les frères musulmans. En Libye, c'est le chaos total. L'État n'existe plus. Et au Yémen, c'est la guerre civile avec l'ingérence de l'Iran et d'autres acteurs régionaux. Et puis en Syrie, finalement, Bachar el-Assad est le dictateur qui s'en est le mieux sorti. Et alors on se demande pourquoi. Alors c'est vrai qu'il y a des considérations un petit peu personnelles. C'est le dictateur le plus jeune, le plus motivé, le plus dynamique. C'est aussi celui qui est le plus entouré par des membres de sa famille. Et donc dont la loyauté était totale finalement. Mais il y a surtout... Il y a tout de même une constellation internationale qui s'est produite avec la... Voilà, c'est-à-dire que c'est le seul dictateur, c'est le seul parmi les dictateurs qui ont été affectés par le printemps arabe qui a été très rapidement appuyé par des acteurs régionaux. C'est surtout sous ça, parce que c'est l'appui régional en réalité qui était le plus fondamental et le plus rapide. L'Iran, le Hezbollah libanais, et puis plus tard des milices et des acteurs plus ou moins affiliés au régime irakien voisin. Et c'est plus tard, en réalité, que la Russie va intervenir et que Bachar el-Assad va même trouver des appuis au sein de la communauté internationale. Est-ce que Dr Meir Masri, est-ce qu'il y a un moment où on aurait pu, on dirait, entre guillemets, avoir la peau de Bachar el-Assad, oui. et on l'a raté. Est-ce que c'est dû à l'époque à la politique de Barack Obama? Quelles sont les causes? Alors c'est une excellente question, parce qu'effectivement, alors vous savez qu'on a toujours parlé d'une ligne rouge, notamment le président américain, mais aussi la présidence française sous François Hollande a toujours parlé d'une ligne rouge, à savoir l'usage d'armes non conventionnelles, et plus précisément d'armes chimiques. On a dit que s'il y a usage d'armes chimiques, eh bien, il y aura une intervention internationale conduite par les Américains, les Britanniques et les Français. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que les Français étaient les premiers à vouloir intervenir, contrairement à la situation, par exemple, en 2003, et on s'en souvient très bien. Mais ce qui s'est passé finalement, et là vraiment c'est un coup c'est un sort de l'histoire, c'est qu'une ironie de l'histoire, c'est que c'est le Parlement britannique qui a refusé de donner l'aval au Premier ministre Cameron pour intervenir en Syrie. Et cela a été suivi par... la volte-face de Barack Obama. Voilà, Barack Obama qui d'ailleurs aussi, parce que ça il faut aussi le savoir, il aurait dû obtenir l'aval du Congrès pour pouvoir intervenir en Syrie,
parce qu'on dit toujours que le président américain peut intervenir sans l'aval du Congrès, mais ce n'est pas vrai. Il peut intervenir moins de 60 jours, et une opération d'une telle envergure aurait nécessité plus de temps, une durée plus importante, et donc Barack Obama aurait dû passer par le Congrès, qui d'ailleurs était à majorité républicaine, et qui n'aurait pas été favorable justement à une intervention en Syrie. Ah, il n'aurait pas été favorable. Il n'aurait pas été favorable. Pourquoi ? Parce que les républicains, à l'époque, ne voulaient pas d'une intervention en Syrie. Ils avaient une position assez conservatrice. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte que finalement, lorsque dans l'opposition, on n'a pas forcément on fait pas forcément ce qu'on aurait envie de faire si on était au pouvoir. Ouais. Et donc, venir aujourd'hui dire que c'est à cause de Barack Obama et que les républicains, finalement, ils sont mieux et qu'avec Trump, ça va mieux se passer. Alors, je pense que la situation a évolué. C'est un détail qui m'avait échappé. C'est assez important. Barack Obama voulait intervenir. Alors, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui reprocher ça parce qu'il voulait vraiment intervenir en Syrie, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il n'avait pas l'opinion publique américaine de son côté à ce moment-là. Il faut savoir que les théâtres irakiens et afghans ont absorbé beaucoup d'énergie et de moyens américains, et personne n'avait envie d'une nouvelle intervention. En plus, on ne savait pas trop qui y aurait eu après Bachar al-Assad. Moi, je pense que c'était un mauvais calcul, qu'il aurait fallu intervenir, que c'était une occasion d'or, et qu'on n'aurait pas eu aujourd'hui le Hezbollah, et que toute la configuration régionale aurait été transformée d'une façon radicale et durable. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation extrêmement différente. Alors, justement, cette question de savoir est-ce qu'il valait mieux garder Bachar el-Assad que de le destituer, de le faire chuter, c'est une question qui concerne Israël au plus haut point. Quelle a été la position d'Israël au cours de ces années ? C'est-à-dire, est-ce qu'Israël a poussé à une destitution de Bachar al-Assad ? Elle était intéressée par une destitution, ou bien plutôt par un maintien d'une forme de statu quo en supposant que ça serait mieux Bachar que d'autres régimes, que le Al-Qaïda ou que même par la suite Daesh ou d'autres pouvoirs? Alors, il y a deux choses. Il y a la conviction israélienne qui est partagée par les politiques et par l'état-major de l'armée, et il y a donc la conviction et il y a la position politique. Ce sont deux choses différentes. La conviction israélienne, c'est que Bachar el-Assad, c'est le pire du pire, et que rien ne vaut la chute de ce régime, tout simplement parce que la chute de ce régime aurait provoqué la fin de la présence et de l'hégémonie iranienne à notre frontière nord, que ce soit en Syrie, mais aussi au Liban, où le Hezbollah aurait été complètement coupé de l'Iran et aurait fini par s'effondrer, au grand bonheur des forces démocratiques libanaises, donc les chrétiens qui étaient par le passé alliés à Israël, mais aussi le camp sunnite aujourd'hui libanais, qui est très proche de l'Arabie saoudite, et finalement du camp arabe modéré favorable à un rapprochement avec Israël, avec à sa tête Saad Hariri. Et donc ça aurait été extrêmement positif. Alors c'est vrai qu'il y aurait eu des groupes terroristes, par-ci par-là, mais cela aurait été beaucoup plus maîtrisé et beaucoup moins menaçant qu'une présence iranienne à notre nord, qui est vraiment la plus grande menace. Maintenant, ça, c'est la conviction. Mais il n'y avait pas tout de même, à une certaine époque, la crainte de voir Al-Qaïda s'installer aux frontières de l'État d'Israël. Al-Qaïda, tous ces groupes djihadistes n'ont jamais représenté une menace existentielle pour Israël. C'est une menace pour, effectivement, les civils en Syrie. Et de toute façon, cela aurait été provisoire, puisque les forces appuyées par l'Arabie saoudite, la Turquie et les Américains auraient pris le dessus en fin de compte. Mais ça, c'est la conviction israélienne. Donc, vous ne verrez pas un officiel israélien vous dire non, finalement Bachar al-Assad c'est bien, on s'en accommode et que finalement c'est une bonne chose. En revanche, la position israélienne a été extrêmement vigilante et neutre, parce qu'Israël n'a pas du tout cherché à faire chuter Assad, et c'est là vraiment qu'on peut tester le sens de la responsabilité du gouvernement israélien, qu'on peut critiquer, qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais concernant le dossier syrien, on peut dire vraiment qu'Israël a appris de ses erreurs par le passé. Israël s'est fait avoir par le passé au Liban, par exemple, en se faisant attirer par des groupes qui essaient à tout prix de draguer le gouvernement Begin. Et finalement, cette fois-ci, on n'a pas cédé aux tentations, parce qu'il y a eu des tentations en Syrie. Il y a eu des groupes druzes, par exemple, qui ont appelé Israël à intervenir. On a eu même des druzes en Israël qui nous ont poussé à vouloir intervenir, avec à leur tête le ministre Ayoub Karin. Également, il y a eu des éléments de la rébellion dite modérée en Syrie, qui avaient des liens d'une façon ou d'une autre avec de la société civile israélienne, et même avec des éléments proches du gouvernement israélien. Et tout cela n'a pas payé. Finalement, Israël n'est pas intervenu, sauf pour ce qui concerne les lignes rouges d'Israël, à savoir deux choses. Un, qu'il n'y aurait pas d'éléments iraniens à proximité de la frontière israélienne. Vous savez, il y a une zone tampon qu'on surveille de façon extrêmement précise. Et puis, deuxièmement, qu'il n'y aurait pas de transfert d'armes
d'armes de qualité de Syrie vers le Liban, donc aux mains du Hezbollah, notamment des missiles, parce qu'on a toujours peur qu'il y ait des missiles à disposition du Hezbollah d'une portée supérieure à 40 km, puisque 40 km, si vous savez, c'est la profondeur de notre zone tampon avec le Liban. Donc ça, c'est on a vu effectivement des opérations israéliennes, des raids. Voilà. Mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est au niveau de la perspective par la suite, à supposer donc que Bachar Assad reste le leader, reste au pouvoir. Est-ce qu'on peut envisager, dans un tracé nouveau des frontières syriennes, que le Golan soit définitivement considéré comme une terre israélienne ou soit perçu comme sous souveraineté israélienne, parce que quelque part à un certain moment, et peut-être que justement l'absence d'Assad aurait permis à Israël de retracer les frontières de toute cette Syrie et de récupérer le Golan une fois pour toutes et de l'annexer. Enfin, il a été annexé officiellement, mais qu'il y ait une reconnaissance internationale du Golan comme terre israélienne. Est-ce que ça, c'est envisageable dans l'avenir ? Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a le Golan et il y a le sort d'Assad. Concernant le Golan, pour moi, la question ne se pose pas. Je veux dire, personne aujourd'hui, en tout cas aucun responsable politique sérieux dans le monde n'envisage qu'Israël se retire du Golan. Vous vous rendez compte, si Israël n'était pas aujourd'hui dans le Golan, le Golan aurait été aux mains d'Al-Qaïda et de Jabhat al-Nusra, qui est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc, c'est absolument pas sérieux de parler d'une telle chose. Je pense qu'il y a quand même une acceptation générale du fait que le Golan est sous souveraineté israélienne et il le sera pour toujours. D'ailleurs, vous savez que la Syrie revendique le Sanjak d'Alexandrette, mais aussi des territoires irakiens qui vont même jusqu'à Mossoul, qui sont revendiqués par la Syrie parce qu'ils faisaient partie du vilayet de la province syrienne sous l'Empire ottoman. Le plateau du Golan, en réalité, représente peut-être 15 ou 10% des territoires syriens supposés être occupés par des pays voisins. Donc, pourquoi se focaliser uniquement sur ce cas ? Le Golan a été, d'ailleurs, à travers l'histoire, pas toujours au sein de la province syrienne, au sein de l'Empire ottoman. Et puis, enfin, je veux dire, le temps, la durée crée la légitimité dans le droit international. Et puis on sait très bien que le Golan a été plus de 2 fois de son histoire depuis 1920 sous souveraineté israélienne. Il a été sous souveraineté syrienne pendant 19 ans. Donc à partir de là, je pense que la question ne se pose même pas. Maintenant, est-ce que Assad va rester au pouvoir en Syrie ? Je pense qu'il ne peut pas rester au pouvoir en Syrie. Et il ne peut même pas rester au pouvoir dans la moitié de la Syrie. Il est incapable de contrôler plus de la moitié du territoire syrien depuis à peu près 5 ans. Donc je vois mal comment il pourrait rester au pouvoir. Aujourd'hui, le tiers du territoire syrien, c'est-à-dire à peu près tous les territoires qui étaient aux mains de l'État islamique, du groupe État islamique, sont contrôlée par les forces de la Syrie démocratique. C'est une alliance arabo-kurde composée notamment par une composante kurde pro-américaine et armée, financée par les Américains, qui d'ailleurs ont de plus en plus des relations avec le régime d'Assad, qui les utilise comme zone tampon contre la Turquie d'Erdogan. Et c'est là que ça devient intéressant en réalité. C'est qu'on voit qu'il y a un rapprochement de plus en plus important entre la partie rebelle qui contrôle la plus grande partie du territoire en Syrie et le régime de Bachar al-Assad. Je pense que rien ne se passera sans un compromis politique et que la principale raison pour laquelle cette guerre a autant duré 7 ans, nous l'avons souligné, puisque c'est le 7e anniversaire, c'est la même raison pour laquelle on peut espérer une issue aujourd'hui du conflit, à savoir l'intervention internationale. Parce que c'est l'intervention internationale qui a alimenté cette guerre, qui a fait que les ressources étaient inépuisables de part et d'autre, que les deux camps finalement étaient alimentés en continu par des acteurs extérieurs et qu'aucun ne pouvait finalement prendre le dessus. Alors qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation où les acteurs extérieurs, les deux principaux, les Américains qui aujourd'hui ont un rôle de plus en plus important en Syrie, mais aussi les Russes qui sont de plus en plus présents militairement en Syrie, sont les deux acteurs qui comptent le plus et on est en train aujourd'hui d'assister à un rapprochement stratégique. Donc je pense que dans les mois à venir, on va voir une évolution de la situation dans le sens d'une érosion provisoire du régime d'Assad
et de l'émergence de quelque chose de nouveau, qui prendra en compte, bien sûr, Bachar el-Assad et son régime. Très rapidement, une question. On peut envisager une application plus massive des Américains, parce que les Israéliens le souhaitent. Ils sont un peu gênés de voir l'administration Trump si frileuse par rapport à la Syrie. Je vais vous dire une chose. Alors, il ne faut pas rester prisonnier de la logique de la guerre froide. Ce n'est pas parce que les Russes sont très présents en Syrie que c'est au détriment des Américains. Il faut savoir que les Russes sont en Syrie, ils sont aussi présents et de façon aussi massive parce que les Américains l'ont bien voulu. Oui. Les Américains ont voulu déléguer, ils ont voulu impliquer les Russes dans la guerre contre les groupes terroristes notamment. Et donc, je pense que la présence américaine pourrait augmenter si les Américains le souhaitaient. Mais la question, est-ce qu'ils le souhaitent et est-ce que ce serait bénéfique ? Je pense que le plus important aujourd'hui en Syrie, ça n'est pas que la présence américaine soit plus importante, mais c'est qu'il y ait une meilleure entente, une meilleure coordination entre Américains et Russes, notamment une vision beaucoup plus proche de l'avenir entre Américains et Russes. Et puis finalement, et ce sera mon dernier mot sur cette question, il y a un élément extrêmement positif aujourd'hui, et c'est quelque chose de nouveau depuis le début de l'intervention russe en Syrie. C'est qu'il y a de plus en plus de divergences de vues entre Russes et Iraniens. Et ça, je pense que c'est intéressant pour Israël. Les Russes, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. La Turquie d'Erdogan, qui est intervenue dans le nord de la Syrie pour créer une zone tampon avec les Kurdes, la Turquie est entrée avec l'aval de la Russie, qui lui a permis de pénétrer dans l'espace aérien qui est sous contrôle russe total dans cette zone. Alors que les Iraniens sont contre, et naturellement, parce que les Iraniens soutiennent coûte que coûte le régime de Bachar el-Assad. Alors que les Russes, leur intérêt, c'est pas de soutenir Bachar el-Assad, c'est surtout de protéger leurs intérêts en Syrie, dans une région, la région Moyen-Orient, qui est sous influence américaine. Et il y a une coordination entre Israéliens et Russes au très haut niveau, qui permet à l'aviation israélienne d'intervenir et d'empêcher. Donc les Russes ne veulent pas voir la Syrie sombrer sous l'hégémonie iranienne. Les Russes sont d'accord pour que l'Iran continue à exercer une certaine pression, mais pas de présence militaire en Syrie, en tout cas pas pour le long terme. Merci beaucoup, Meir Masri. Une dernière, parce que le temps passe vite, on serait tenté de vous poser encore beaucoup d'autres questions sur ce sujet brûlant. Parlons un peu de ce qui se passe au sud, dans la bande de Gaza, avec, on va dire, l'événement majeur. Ça a été cet attentat contre le Premier ministre palestinien, Rami Abdallah, qui a prouvé que d'une certaine manière, peut-être même le Hamas ne contrôle même pas au niveau sécurité son propre territoire. Est-ce que la réconciliation interpalestinienne est révolue, c'est quelque chose dont on ne peut plus parler logiquement. Et est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, le Hamas, justement, peut-être à cause de sa situation, à cause de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, risque d'être tenté de faire monter la tension avec Israël ? Alors, tout d'abord, il n'y a pas de réconciliation interpalestinienne. C'est un mot qui est inventé par les médias. Il y a une capitulation du Hamas. Le Hamas, qui est une organisation terroriste alimentée par des acteurs régionaux, est de plus en plus faible aujourd'hui. Il n'est plus soutenu par le régime syrien parce qu'il a décidé de soutenir les rebelles à un certain moment. Et d'ailleurs, son bureau politique a été expulsé de Damas. Est transféré en Turquie, mais la Turquie d'Erdogan étant un pays beaucoup plus responsable que la Syrie de Bachar el-Assad, donc ne lui apporte pas le soutien qu'il espérait. L'Iran ne le soutient pas tellement parce que l'Iran lui a dit, voilà, on continue à vous financer à une seule condition, c'est que vous nous soutenez contre l'Arabie Saoudite. Évidemment, l'Iran a très envie d'avoir en son camp un groupe sunnite pour dire que c'est pas uniquement une question de communautarisme. Et le Hamas, finalement, qui hésitait beaucoup parce que le Hamas est traversé par plusieurs tendances. Mais la position définitive a été de dire non à l'Iran. Et donc, il n'y a pas de soutien iranien. Le seul pays qui soutenait le Hamas, c'était le Qatar. Et il le soutient toujours, mais le Qatar n'a plus de moyens aujourd'hui. Il est encerclé par les monarchies du Golfe. Et il y a même de plus en plus un boycott international, puisqu'il y a de plus en plus de puissances internationales aujourd'hui qui vont dans le sens d'un boycott anti-qatari. Et donc le Hamas n'a plus personne, et puis la pression égyptienne est de plus en plus forte avec Sisi, avec les efforts de lutte contre le terrorisme dans le Sinaï. Le Hamas a décidé finalement de céder. Mais le problème, c'est que le Hamas veut céder, et en même temps, il veut conserver sa popularité qui lui permettrait éventuellement de se faire réélire lors de prochaines échéances électorales. Alors il veut montrer à son électorat entre guillemets, parce que ce n'est pas non plus une très grande démocratie, à ses partisans, disons, qu'il est toujours... qu'il n'a pas abandonné la voie de la résistance et que finalement,
ce retour à la légalité et au cadre de l'autorité palestinienne, ce n'est qu'une tactique, mais que la stratégie est toujours la même et que la voie de la résistance est toujours présente au sein de sa vision et de son programme. Et donc il y a des provocations qui sont faites régulièrement, mais ça ne mènera à rien, puisque le Hamas n'a pas les moyens de mener une nouvelle guerre contre Israël, et que le Hamas est en train de capituler, mais qu'il y a encore en son sein des poches de résistance et des gens qui veulent tout faire pour faire capoter ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle médiatiquement la réconciliation. Mais ça ne marchera pas. Le noyau dur du Hamas aujourd'hui va dans le sens d'un rapprochement avec le Fatah parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens de contrôler la bande de Gaza. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces deux sujets importants d'actualité brûlante, donc la Syrie et puis ce qui se passe dans le sud, dans la bande de Gaza. Merci d'avoir été venu et d'être venu dans notre studio. Et bonne journée, Shabbat Shalom. Je ne viens pas de très loin, il faut dire qu'on est presque voisins. Ah, mais très bien. Alors, ça, vous êtes invité cordialement à revenir. Alors, voilà, merci beaucoup et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, alors nous allons marquer une petite pause et on retrouve Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire dans quelques instants.